Salut mes petits pragmas. Pas d'inquiétude, c'est juste que comme je suis tout seul, je suis obligé d'appuyer sur le petit bouton enregistrer. Alors aujourd'hui on est dimanche et j'imagine que vous le dimanche, vous vous reposez, vous faites une petite grasse mat, etc. Et bien nous le dimanche aussi on se repose, mais quand on dit on se repose, ça veut dire qu'on bosse un petit peu moins que la semaine. Cela dit, comme vous le voyez, je suis sur mon terrain et vous voyez que les arbres ont commencé à faire leurs fleurs, leurs feuilles, etc. Même certains ont commencé déjà à faire les fruits. Donc là, on est au terrain et je me suis dit, ce soir, j'ai pas forcément peut-être trop le temps de faire un live. Je verrai, hein, si je le programme, il va être programmé vers 18 h. Donc je me suis dit, et si je leur faisais un petit tour du terrain, comme ça, voilà, dans les conditions du direct, hein, même si c'est pas en direct effectivement, histoire de vous expliquer un petit peu ce qu'est notre vie. Et donc là, hop, on va se retourner. Donc là, comme vous voyez, il y a encore un petit peu de bordel. Là, ça, c'est des palettes qui, pareil, il faut que je les débite, il faut que je les déplanche pour pouvoir en faire autre chose. Seulement, il faut du temps. C'est ça, il faut du temps quand on fait ça. Donc, il faut que je me trouve du temps, sachant que je suis déjà très pris. Alors, je ne sais pas si on va bien le voir. Toc, là-bas. Vous voyez, il y a un arbre là-bas qui a été arraché. Donc là, ça c'est pareil, avec la tempête, ça a été arraché. Ce caravane qui est derrière moi était tombé, tu vois. Elle était tombée à la renverse. Alors tombée et déplacée. Donc on a appris qu'il y avait eu une tornade qui était passée sur le terrain. Et avec les amis agriculteurs, on l'a relevé. L'intérieur est un peu pété. C'est pas très grave en soi. C'est un mal pour un bien. La roue de secours est sortie. Elle m'a pété le plafond, ce qui nous a permis de voir que le plafond est pourri par la flotte. Bon c'est des choses qui arrivent. Maintenant on va défaire totalement le plafond. Je voulais la rénover cette caravane. C'est une salle de pause. On va rénover totalement le plafond, voir où sont les infiltrations, comme ça, hop, on refait ça bien comme il faut. Et puis on sera bien au sec pour une salle de pause. Voilà, il faut un petit peu de sous, puis encore une fois, il faut un petit peu de temps. Donc ça se fera certainement dans l'été, voire en fin d'été, hein, quand on sera un petit peu moins dans le rush. Alors en ce moment, effectivement, on est dans le rush, hein, parce que tu as tout les semis, les rempotages à faire, la surveillance des semis, c'est ce que je suis venu faire ce dimanche-là. Hein. C'est, voilà, on a des serres, on a des boîtes, tout ça, faut aérer, hein, faut pas que ça pourrisse par l'humidité, surtout que c'est, regardez ici, là, toc, tu vois, c'est très humide, tu vois, c'est très humide. Comme tu le vois ici, là, c'est une pataugeoire. Alors, on parle de maraîchage, hein. Maraîchage, ça se fait sur des marais. Eh bien, on peut dire que je suis totalement dans le thème. Alors là, qu'est-ce que je viens vérifier? J'ai vérifié les tomates. Alors, tomates qu'on a mis sous P17. Sous P17, pourquoi? Parce que ce sont des tomates qui ont poussé en intérieur, avec des lumières qui n'ont pas forcément tous les... Comment je vais dire? Les ondes ultraviolets, etc. Du soleil. Donc quand tu les sors au soleil et qu'ils n'ont pas vu la lumière du jour pour de vrai, il faut les sortir très tôt, vers mars. Celles-ci, elles ont été sorties début avril, donc on les protège. Sinon, elles chopent des coups de soleil, les feuilles, elles blanchissent, et ton plant finit par mourir. Et ça, c'est pas ce que j'ai envie qu'il se passe. Hein. J'ai envie que mes plants, eh bien, ils survivent. Donc on les sort d'abord à l'abri. Hein, sinon, c'est comme sortir un geek qui n'a pas vu le soleil depuis 5 ans et le mettre directement sur une plage. Il va y avoir des problèmes. Il va y avoir des problèmes. Donc je vais vous montrer à quoi ressemblent les plants sous le P17. Alors je ne vois pas exactement ce que je filme et comment je le filme, hein, parce que là j'ai pas de cadreur. Toc. Ah merde. Hop là. Donc hop là. Voilà à quoi ressemblent les plants sous le P17. Alors on va le laisser, hein, le P17, hein, pour le moment. Voilà, et ça c'est des plants qui vont être plantés début mai. Hop, je remets les caillasses pour pas que ça prenne au vent. Hop. Où j'ai mis ma seconde caillasse? Je sais pas. Allez. Donc ça, pour pas que ça prenne au vent, voilà. Donc là vous voyez, il y a les châssis aussi, qui eux ont commencé à être dépiotés. Il y avait des salades
Et des choux dedans, il n'y en a quasiment plus, il reste des choux raves. Alors, pourquoi c'est la merde en ce moment? Parce qu'on prend 2 à 3 semaines de retard, c'est selon les cultures. Imaginez-vous que j'ai planté mes courgettes bien avant mes choux, parce que, ce que je viens de vous montrer là, c'est que bien c'est la merde, on patauge dans la gadoue, et donc il y a des zones où je peux planter, qui sont à peu près au sec, et des zones, eh bien, tu fais de la poterie quoi, tu fais de la poterie. Un autre effet pervers par exemple de la surhumidité, vous voyez là les petits pois qui sont là, je sais pas si vous les voyez bien, eh bien ça végète, ça ne prend pas en hauteur, parce qu'il fait des températures qui sont bonnes, c'est-à-dire qu'il fait à peu près 15 degrés, il arrive à faire jusqu'à 20 degrés dans la journée, oui, au mois d'avril, et comme c'est en surhumidité, trop d'eau, eh bien le plant ne se développe pas. On peut risquer l'asphyxie racinaire et donc la perte du plant. Ah, ça faut le savoir. Et donc, je vais vous montrer là la problématique pour la plantation des choux. Alors, c'est un truc que j'avais déjà expliqué pendant que je fais mes directs. C'est le genre de zone là, tu vois, j'ai perdu 1 an. J'ai perdu 1 an de travail sur cette zone là. Pourquoi j'ai perdu 1 an de travail sur cette zone là? Eh bien parce que mes planches de culture ne sont plus faites, tu vois, j'ai remis à plat. Alors qu'est-ce qui se passe quand tu remets à plat alors que tu as de l'eau en abondance, sachant que déjà sur mon terrain j'ai des sources qui rejaillissent, etc., etc. Eh bien qu'est-ce qui se passe si en plus tu as beaucoup de flotte? Eh bien tu as une terre, je vais vous montrer ça, bouge pas, toc, parce que je vais vous donner le tournis à force. Alors, est-ce que tu vas bien le voir? Voilà, tu as une terre qui donne ça. Voilà, tu fais de la poterie avec, tu vois. Tu fais de la poterie, voilà. Donc tu peux rien faire, tu peux rien planter, tu peux pas travailler. Alors tu vas me dire, ouais, mais alors si tu peux pas travailler, bah du coup, comment tu fais? Alors je trouve des astuces, hein, puisque je peux pas travailler mon sol avec une motobineuse, hein, tu comprends bien que ça fera des gros pâtés. Alors qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait? Alors on passe un coup de débroussailleuse, et ensuite on passe un coup de désherbeur thermique. Alors c'est pas ce qu'il y a de mieux, parce que bon bah tu as le risque que toutes les plantes ne crèvent pas, d'avoir de la reprise de pousses, mais ça me permet de planter ce que j'ai à planter, c'est-à-dire mes choux. Et je vais vous montrer ce que ça donne à peu près, pour vous montrer que quelque part ça peut marcher, Et vous allez voir, hein, on a beaucoup de choses à voir, on a beaucoup de choses à faire. Je vais vous faire le tour de tout ça. Donc là, ça c'est pareil, hein, c'est des zones qui sont en attente. Pareil, il y aura un coup de débroussailleur et normalement un léger coup de motobineuse, hein, juste en surface, hein, pour réoxygéner le sol. Mais quand on peut le faire, ça, tu vois, quand on peut le faire, si on peut pas le faire, c'est la grosse cata. Donc là, par exemple, on est sur une zone, tu vois, où il n'y a pas eu du tout de travail de sol. Là, ça a été juste un coup de débroussailleuse et désherbeur thermique. Comme tu le vois, tu vois les plants ils sont cramés, tu vois, ils sont brûlés, ils sont fanés. Donc pareil sur ces zones-là, toc, tu vois. Si tu vois au centre là, c'est ce que j'ai fini d'arracher là dans les allées. C'est ce que j'ai fini d'arracher. Donc on a fait comme ça, et puis pareil là-bas en bas. Donc c'est des choses, voilà, qu'on a travaillé comme ça. Là les buttes, là non, mais là les buttes ici là, elles sont encore un peu existantes, ce qui fait qu'on pouvait travailler à peu près au sec. Et voilà. Au niveau des bâches, vous me posez souvent la question, oui, tu utilises des bâches, t'es pas en permaculture. Ok. Alors, on va parler de ça, les bâches. Tu vois ici, là-bas, par exemple, ça, on appelle pas ça une bâche, on appelle ça un film de paillage. On a fait un petit test cette année avec Sabrina, on s'est dit, on va gagner du temps de désherbage, on va mettre du film de paillage à peu près partout, quoi. Là, tu vois, par exemple, ça, je suis pas sûr de le refaire. Sur des petits pois, pas gagné que je le refasse. Le film de paillage, je vais vraiment le garder. Je vais vous expliquer pourquoi. On en a mis pour les petits pois, pour les salades, et à un endroit pour des choux. Bon, très bien, on a fait ça.
Pourquoi je ne le referai pas sur ça en tout cas? Parce que je vais le garder plutôt pour les trucs lourds et grands, genre les tomates, genre les courgettes, genre les courges, genre tous ces trucs là, tu vois. Pourquoi j'ai quand même continué à utiliser du film de paillage? Parce que ça m'économise, un, des arrosages, deux, ça m'économise du temps de désherbage, et trois, bah, ça réchauffe le sol bien plus rapidement, ce qui permet aux légumes de se développer plus rapidement. Pourquoi c'est problématique pour du petit pois, pour du chou et pour des salades? Parce que ben, les choux, salades, etc., tu vas commencer à les faire février-mars, les petits pois février en général. Et ben là déjà tu as un surplus d'humidité, surtout dans des terrains comme le mien. En plus, tu es dans la période des grands vents, des tempêtes, etc., hein, ce qui nous a permis d'arracher l'arbre que vous voyez là-bas. Il est tombé avec la tempête. Et quand il y a tempête, il se passe quoi avec ce genre de bâche? Eh bien il se passe que bah, elles prennent au vent et elles se promènent. Alors tu vas me dire, oui mais ça c'est normal, c'est parce que tu n'as pas la machine pour le poser. Même si j'avais la machine pour le poser, voilà, vous voyez là la gueule du chemin là? Voilà. Donc vu la terre lourde que j'ai, je le ferai pas à la main. Voilà. Et tu comprends bien que si je m'enfonce comme ça à pied, un tracteur, ça ne marchera pas non plus. Donc on pose les bâches manuellement en les calant avec des alors c'est des U béton, et on met une cale en bois percée de façon à ce que ça appuie la bâche sans la déchirer quand il y a du vent. Seulement tu le poses souvent en février, il fait plus froid, donc après mars tu commences à avoir un peu plus de chaleur, la bâche elle se détend, le vent peut prendre dedans et elle flotte un petit peu, ce qui fait que ça fait passer tes plants de salade, tes plants de choux en dessous de la bâche. Donc ça on ne le refera plus, tu vois, par exemple. Alors vous allez me dire, mais alors du coup, ben, qu'est-ce que tu vas faire? Parce que tu peux pas travailler ton sol, tu peux pas mettre de film de paillage, qu'est-ce que tu vas faire? Eh bien, on va faire comme ici. Vous allez voir l'intérêt justement de la bâche d'occultation. Ici, nous sommes sur une partie oignon, tu vois. L'oignon, il a été bâché en bâche d'occultation dès décembre, planté fin février, début mars. Et tu vois que là, on est mi-avril, l'herbe commence à peine tout juste à reprendre, tu vois. Donc, là, je sais pas si tu vois bien, toc, je vais vous rapprocher. Là, tu vois, ça commence à peine à reprendre. Voilà, toc. Donc, on va plus partir sur de la bâche d'occultation. Donc, je suis en train de refaire tout un assolement, toute une planification pour l'année prochaine pour justement gérer bah, tout ce qui va venir en début, c'est-à-dire le petit pois, la betterave, la carotte, l'oignon, les échalotes, etc. Tout ce qui doit être bâché de décembre à mars, tu vois, de façon à avoir une terre bien travaillable. Tu as juste enlevé la bâche et tu plantes, quoi. Si tu vois là-bas en bas, je sais pas si tu vas voir, hop, là-bas en bas, pareil, c'est de l'oignon. C'est de l'oignon, et qu'est-ce qui se passe? Bah, tu vois, la terre, elle est ni travaillée ni quoi que ce soit, elle a juste subi une occultation et ça marche du feu de Dieu. Alors il y a autre chose qui marche très bien, mais un tout petit peu moins bien, mais je vais vous le montrer. Donc là, si tu vois, là, ça c'est mes patates primeurs, tu vois. Là, tout ça, toc, 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 là j'en ai 1, 2, 3, 4, j'ai 5 modules de patates primeurs. Donc 5 modules, les modules font 60 mètres carrés, hein, il faut 10 par 6. Ça va être récolté, donc normalement fin avril, début mai. Ça va très bien marcher cette année, ça a très bien marché. Bon, on verra à la récolte. Quelque chose qu'on refera très certainement, la patate primeur de cette manière-là, avec des tunnels nantais, etc. Ça marche très très bien. Alors, pareil en bas, là-bas, tu vois, il y a mes épinarblettes. Les épinarblettes qui sont en train de monter à graines, donc là on le laisse faire. Et pareil, on foutra un coup de débroussailleur. Là-bas, ça sera des blettes qui vont prendre le relais. Donc soit on fait un coup de désherbeur thermique, soit on verra, parce que c'est la semaine prochaine normalement qu'on est censé les planter. Soit si c'est assez sec, peut-être un coup de motobineuse dedans, parce qu'en bas, c'est là, cet endroit-là, là, tu vois où il y a les oliviers, là, bah, c'est plus sec en fait. Donc c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup mieux. Et toc toc toc, donc là c'est pareil, hein, tu vois là il y a mes radis, donc tu as des radirax, hop, radirax, radis 18 jours. Donc tout ça, ça a été fait pareil, avec un bâchage d'occultation, ça marche très très bien, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Et je vais vous montrer la différence entre un bâchage et un travaillage au même moment. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? Là, vous voyez ici, là, c'est un peu près propre.
mais il reste des mauvaises herbes. Donc ça, c'est les plantations de radis d'hiver. Alors le radis d'hiver, il occulte très très bien, tu vois, il est bien, ça couvre bien avec ses feuilles, et ça nous laisse un sol un peu près propre, tu vois, mais il reste un petit peu, tu vois, de mauvaises herbes, donc bon, bah ça peut se désherber à la main assez facilement, et puis tu peux faire tes plantations tout de suite derrière. Mais voilà, tu peux avoir ce genre de choses-là avec du radis d'hiver ou une culture d'occupation du sol pendant l'hiver. Très franchement, tu vois, vu que ça me donne du travail derrière, j'ai autant passé sur une bâche d'occultation. Alors vous allez me dire, oui, mais les nanoplastiques, etc., etc. Les nanoplastiques, les amis, vous n'allez pas en avoir 3000 tonnes à l'hectare, surtout si vous laissez votre bâche que quelques semaines. Hein, on parle de 8 à 12 semaines. Hein, c'est pas non plus la mort. Surtout que ce sont pendant les périodes les plus froides. Donc les périodes les plus froides, c'est pas là où le soleil tape le plus et dégrade le plus le plastique. En été, il est conseillé de laisser les bâches, comme ça tape très fort, 4 à 6 semaines maximum. Parce que vu que ça tape très fort, ça fait cramer très vite les plantations qui sont en dessous. Alors ici, pour test, vous avez une zone là qui a été travaillée, parce que celle-ci j'ai pu la travailler du coup, début janvier, tu vois. Voilà, début janvier. Donc coup de débroussailleur, un petit coup de motobineuse. Voilà. Bon ben ça a déjà bien repoussé, tu vois. Par rapport aux oignons, tu vois, ça a déjà bien repoussé. D'où le non-travail du sol, le bâchage, tu vois. Tu gagnes vraiment beaucoup de temps là-dessus, tu vois. Alors, bah tiens, on va aller voir l'arbre que je vous explique des choses parce que c'est pareil. On a donc les anti-bâches et on a les anti... en permaculture, on a les anti-essences, d'accord. Alors ça, c'est une bâche qui est là quasiment à l'année. Oh mon Dieu, il a une bâche là quasiment à l'année. Oui. Alors sinon, j'ai du rumex là, constamment. Je vais avoir du rumex à balle. Et là, c'est là où je plante tout ce qui est cucurbitacé. Tous les ans, je mets du cucurbitacé là, parce que c'est une zone assez humide. Et puis, bah, ils s'y plaisent bien, et puis c'est très, très bien comme ça. Alors, toc, tu vois, quand je te vous dis, on pas touche dans l'eau, je rigole pas. Hein. Alors, comme vous pouvez voir, là, on a cet arbre qui est tombé, d'accord. Vous voyez la taille. Alors, j'espère que ça va bien filmer comme il faut. Vous voyez la taille de ce tronc, je vais vous le montrer un peu plus. Voilà. Vous voyez la taille du machin. Ok. Donc ça, il a fallu le faire tomber. Alors, tu comprends bien que avec une scie à élaguer, une scie à bûche, ou quoi que ce soit avec l'arbre qui est à moitié penché, hein, parce que tu vois bien qu'il s'est arraché, ça l'aurait fait moyen, en plus de me mettre en danger. Là, toc, si tu vois bien là, toc, Sabrina, elle a fait un stock de bûches. On a à peu près 2 stères, tu vois, sur cet arbre-là, on a à peu près 2 stères qui est tombé. Il y en a encore à débiter. Alors pourquoi c'est pas fait? Parce qu'en fait, l'arbre est tombé sur la clôture, et avec la tronçonneuse, tu voyais pas où tu travaillais. La tronçonneuse a mangé des poteaux, donc je suis en train de réaffûter ma lame, et puis on va continuer ça quand on aura le temps, hein, parce que tu vois, le plus gros est fait. Ça nous a pris un petit peu moins d'une journée à faire ce côté-là. Et donc le côté de l'autre côté, donc c'est l'agriculteur, il y avait l'arbre qui était sur sa clôture à vache, et donc bien entendu, l'arbre nous appartient, donc c'est à nous de le dégager. Ce qu'on a fait. Maintenant, faites ça sans tronçonneuse et on en reparle si vous mettez moins d'une journée à faire ça avec une scie à élaguer. À mon avis, tu vas avoir des problèmes. Là, on a utilisé quoi? On a utilisé, je crois, 3 litres d'essence. Tu vois, c'est pas la mort. C'est pas la mort. Ce bois va me servir en bois de chauffage. Hein, on va le faire sécher. Et il me servira en bois de chauffe. D'accord? Donc, est-ce que c'est un bon investissement? 2 stères de bois, je te dis, on a utilisé 3 litres d'essence. Allez, on va compter à 2 € le litre d'essence. 2 stères de bois pour 6 €. Je sais pas, c'est rentable ou pas rentable?
Est-ce que j'aurais dû le laisser par terre, cet arbre? Est-ce que j'aurais dû le laisser sur ma clôture? Est-ce que j'aurais dû laisser mes poules, du coup, s'échapper? Je ne crois pas. Est-ce que j'aurais dû laisser l'agriculteur se démerder avec mon arbre qui était tombé sur sa clôture? Vous comprenez bien que à un moment, il faut être un petit peu sérieux. D'autant plus que, voilà. Alors souvent, ceux qui disent ça, ce sont des permaculteurs extrémistes. Moi, j'appelle ça des permaculteurs extrémistes. Ici, on n'est ni sur de la permaculture dogmatique, ni sur de la permaculture extrémiste, mais sur de la permaculture pragmatique. Or, ceux qui me sortent ça, là, l'histoire de « il faut pas utiliser d'essence, il faut pas utiliser de bâche », n'ont pas ouvert le livre de permaculture de Bill Mollison. Puisque Bill Mollison en fait mention dans son livre de l'utilisation des bâches pour hâter les semis, notamment avec des serres. Il fait mention des bâches pour occulter le sol. Eh oui, il fait mention de consacrer 5 à 10% de son exploitation à créer du biocarburant. Le biocarburant, ça sert à mettre dans le cul d'un âne, bien entendu. Non, ça sert à mettre dans des machines-outils. Donc, tu comprends bien que la permaculture ne te dit pas de te détruire la santé en n'utilisant pas de pétrole. Elle te dit d'utiliser le pétrole avec parcimonie, ok? Et d'une utilisation que tu pourrais créer toi-même. Donc je pense que 6 litres, on n'est quand même pas sur de la surexploitation de l'essence, tu vois. Donc là, c'est pareil. Donc tu vois, là, il y a ma serre. Ma serre, elle est pleine de plants de tomates. Elle est pleine encore de blettes. Elle est pleine de... Alors, il faut qu'on ruse, nous, parce que... Pourquoi il faut qu'on ruse? Eh bien, parce qu'on n'a pas beaucoup de place, en fait. On n'a pas beaucoup d'espace. On n'a qu'une petite serre de 80 mètres carrés. Et dans une petite serre de 80 mètres carrés, qu'est-ce qu'on a? On a tous nos semis. On a 400 tomates. On a du haricot. On a les blettes qui arrivent, qui ont été là tout l'hiver et qui vont arriver, du coup, après, à être coupées. Alors, comment ça se passe pour les blettes? Ça se passe que, comment je fais avec mes tomates? Ça se passe comme ça, tu vois. Tu vois, là, j'ai une tomate ici. Toc. J'ai une courgette, une tomate et les blettes, tu vois. Et les blettes, au fur et à mesure, eh bien, elles vont partir. On va les arracher, bien entendu. Là-bas, par exemple, toc, là-bas, tu avais des épinards blettes. Tu vois que eux, ils ont été arrachés. Ça sert plus. Ok. Les blettes, on peut encore les garder un petit peu. Là, il y avait, pareil ici, là, il y avait des choux. Les choux ont été complètement enlevés pour libérer la place. Sinon, ça aurait vraiment étouffé le plant de tomate. Tu vois que, regarde, je vais te montrer, hein, parce que, hop, tu vois, le plant de tomate, là, il est entre les deux, tu vois. Ça l'empêche pas de pousser, tu vois. Ça l'empêche absolument pas de pousser. Par contre, il faut juste que je fasse attention à un truc, c'est le partage de parasites. Les fourmis adorent se mettre au pied des blettes et élever les pucerons sur les blettes. Donc il faut que je fasse gaffe qu'ils ne me fassent pas ça sur mes tomates, auquel cas j'aurai quelques soucis. Mais bon, bah, j'en ai vu. Là, ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est une blette que j'ai arrachée parce que pourrie par les pucerons. Donc quand je vois ça, bah, j'arrache parce que de toute façon, les blettes, c'est plus ce qui va. Voilà, on en a planté en plein champ maintenant. Donc là, comme vous voyez, là, il y a tout. Mes poivrons et aubergines rempotés de ce côté-là. Et vous pouvez voir là-bas de l'autre côté, bah, c'est pareil. Donc là, on a, je crois que c'est 400 poivrons, 400 aubergines. Dans cette serre, qu'est-ce qu'on a planté exactement? Alors attendez, je vais vous montrer ça. Regardez mes salades, c'est pas belle mes salades. Là, voilà mes salades. Là, on a les petits pois qui vont être plantés sur une autre zone. Hein. Donc là, on a essayé d'échelonner. Alors on a échelonné, c'est pas parce qu'on le voulait. Normalement, tout devait être planté en même temps. Mais comme je vous dis, là, bah, une zone pour les petits pois qui est vraiment trop humide, intravaillable. L'herbe repousse comme c'est pas possible. Je ne peux pas y poser du film de paillage à cet endroit-là. Donc c'est le gros caca. Donc bah, j'ai échelonné du coup. Alors, qu'est-ce qu'on a finalement ici? Donc je vais essayer de vous montrer ça. Tac, je vais passer de l'autre côté. Toc, ici tu vois. Alors attends. Je me pose bien. Là tu as un rang de tomates. Et au milieu tu vois, tu as un rang de haricots. Et tu as, alors ici attention parce que c'est des graines. Tu as, hop là, tu vois. Tu as ici par exemple des plants de courgettes. Tous les 80 cm entre les tomates. Et hop là, tu as pareil. Tu vois de ce côté-là. Donc on a ici, on a 400 tomates dans une serre de 80 mètres carrés.
2 rangs de 16 mètres de haricots, 40 pieds de courgettes, 60 pieds de courgettes, pardon, et 40 poivrons, 40 aubergines et 60 concombres qu'on a mis sur les côtés. Là, on n'est pas persuadé. Les concombres n'étaient pas super beaux. Bon, ça donnera ce que ça donnera. Les autres concombres qui auront plein champ sont beaucoup plus beaux. Et parce que pourquoi ils sont pas beaux? Parce qu'ils se sont fait bouffer par des limaces. Parce que ça a été fait avant que Sabrina trouve cette histoire de boîte qu'elle vous a expliqué sur sa chaîne naturelle et maraîchère. Alors, je vais vous montrer quand même les concombres. Alors ici, là, tu vois, on a la deuxième série de tomates et d'aubergines. Hein. Là, alors les tomates, elles vont bientôt être à rempoter, comme tu le vois. Donc c'est pareil, hein, il y en a à nouveau. Eh bien, 400 de chaque. Et donc on a 2 fois, alors on a 600 tomates que je vous ai montré sous les tunnels nantais. Là, on a encore 600 tomates dans toutes ces boîtes. Alors, pareil, je voulais vous montrer un truc. Quand tu mets tes tomates en plein soleil et qu'elles n'ont pas vu le soleil, elles ont vu que des tubes LED sans UV, voilà ce que ça donne. Ça te donne ce qu'il y a dans ces pots-là. Les feuilles ont cramé, il ne reste plus rien. Donc attends, là on le voit très bien ici, tu vois. Les feuilles qui crament, bon ça se fait après bouffer par les limaces, tu vois, il n'y a plus rien. Tous les godets là étaient pleins à la base. Ok, donc faites bien attention à ça. Donc ça c'était des plants que j'avais en râpe, donc j'en avais un petit peu rien à foutre. J'allais pas, aïe, bah voilà, comme ça c'est tombé. Oh, je vais me faire tuer par Sabrina. Donc ça, j'en avais un petit peu rien à foutre, j'allais pas prendre de la place sous mes tunnels nantais sur les couches chaudes, d'accord? Ici on a tout ce qui est concombre. Ça va être planté soit cette semaine, soit la semaine prochaine. Donc vous voyez que c'est dans des... Hop là, tu vois là-bas? Tu vois que c'est dans des bacs qui maintenant restent ouverts. Parce que ça craint plus là, si ça se fait bouffer par des limaces. Voilà, va falloir y aller à fond les gars. Et ici là, tu crois que... Attends, bouge pas. Tu crois que mes poivrons sont déjà en fleurs, toi? Bah oui, mes poivrons sont déjà en fleurs. Alors ils ont subi un rempotage, hein, donc attention, ils sont un petit peu malmenés, hein, les racines n'aiment pas trop les manipulations, mais bon, ça va reprendre et ça sera planté de toute façon à la mi-mai. Alors qu'est-ce que maintenant on va aller voir mes melons et mes pastèques. Et puis on va aller voir la vieille serre à agrumes. Et puis on va parler de cette serre à agrumes. Alors j'avais fait une vidéo il y a longtemps en vous disant mettez des agrumes dans des serres, ça marche très bien. Ne faites pas ça en vrai, ne faites pas ça. Tiens, regarde, tu vois dans quoi je marche? Tu vois dans quoi je marche? Tu vois là-bas, il y a une source qui coule, tu vois, entre mes rangs d'oignons. Tu vois dans quoi je marche? Voilà. Donc tu comprends bien que là c'est vraiment la merde. On n'a jamais eu un mois d'avril qui était aussi catastrophique. Théoriquement, je commence à travailler mes planements au mois d'avril. Là, je peux pas. Alors oui, je vous disais pour les agrumes, pourquoi ne le faites pas? Bah, vous verrez que les agrumes, eh bien, ils ont très mal supporté le fait d'être en serre, le fait d'être oubliés aussi. Hein, on a oublié de les arroser parce que forcément, tu les as pas à la vue, que dans une serre, tu comprends bien qu'il ne pleut pas. Et eh bien, ils ont souffert. Et puis, ne faites pas ça. De toute façon, vos récoltes seront ridicules. Donc voilà. Donc là, on est... Donc, je vais essayer de vous prendre de ce côté-là. Donc là, tu vois, on est dans la dans la petite serre. Elle fait 3 par 3, elle fait 9 mètres carrés, tu vois. Et donc, on a encore tout ça de caisses de semis. Et comme tu le vois, on a bien encore des arbres agrumes qui sont en vie, hein, tu le vois bien. Mais ça souffre, hein. Tu vois que là-bas, il est moitié crevé, il est en train de repartir du pied. Là-bas aussi, là aussi, tu vois. Moi, je me suis pas fait chier, je les ai arrachés, tu vois. Là, de ce côté-là, théoriquement, là, il y en avait, là. Moi, je les ai arrachés, mais Sabrina, elle est amoureuse des agrumes et elle veut absolument les conserver. Moi, cette serre, ce que je voudrais en faire à terme, c'est, eh bien, un vestiaire, en fait, dans lequel on pose nos affaires et puis on repart à la maison totalement propre. Ok, donc là, je vais vous montrer, tiens, on va ouvrir ça, par exemple. Hop, là-dedans, j'ai des melons et des pastèques. Et tu vois que, hop, les melons sont quasiment
prêt à planter, tu vois. On est... Comment? On est le 5 ou 6 avril, je sais plus. On est le 5 ou 6 avril, et tu vois que mes melons sont déjà prêts à planter, tu vois. Hop, je vais t'ouvrir celle-là. Et tu vois là, c'est pareil. Donc hein, le soir, on referme bien toutes ces boîtes-là. Et puis ça nous permet de conserver l'humidité là-dedans, tu vois. Et surtout la chaleur, parce que le melon a besoin de chaleur. Alors quand il commence à faire un petit peu frais la nuit, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on ferme la serre un peu plus tôt, tu vois, pour que la serre accumule de la chaleur. Donc ça, c'est les pastèques. Donc les pastèques, tu vois, c'est pareil, elles se sont plutôt pas mal développées. Pour que la serre accumule de la chaleur et que serre plus les boîtes, eh bien ça permet d'avoir un sas de compensation pour éviter que ça descende trop bas. Et de toute façon, là, ces derniers temps, depuis... donc là, c'est mes futures salades, tu vois. Ces derniers temps, on n'a même pas eu d'épisode qui descendent en dessous de 0. Donc, tu vois. Et là... Alors, ah oui, là. Alors, j'ai fait une erreur. Et je me suis fait engueuler par la patronne. Qu'est-ce que j'ai branlé? Alors ici, tu vas voir là-dedans. Qu'est-ce que j'ai là-dedans? Toc. J'ai des courgettes. Alors des courgettes, j'en ai de 4 types. Et je me suis dit, tu vas voir que quand on est devant un ordinateur et que quand on arrive après face à son module, on se fait « Oh putain, qu'est-ce que j'ai calculé ?» Donc je me suis dit, je vais faire 60 courgettes. Ok. Et donc, certainement qu'on me parle à côté, etc. Et ça se transforme en 60 courgettes de chaque variété. Ok, donc je place ça sur mon assolement. Et puis, bien entendu, tu sais que les courgettes, il faut les échelonner. Donc, tu en as qui sont déjà plantés plein champ